Bonjour chers élèves, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les outils mathématiques ou les rappels mathématiques qui sont très utiles pour tous les étudiants post-bac qui viennent de réussir leur bac et qui vont démarrer une filière d'ingénieur, un cycle prépa ou à l'université. Bon, j'ai déjà fait une dizaine de vidéos puisque j'ai toujours des questions sur les opérateurs vectoriels et je vais préciser davantage à l'opérateur gradient dans cette vidéo. Donc on va définir qu'est-ce que c'est que l'opérateur gradient, quel est son sens physique et donner quelques exemples en mécanique, en thermique et en électricité. Bien. Donc pour des cours de soutien à distance, il suffit de me contacter par mail pour vous donner quelques informations. Bon, je reviens donc aux objets de cette vidéo-là. Donc, vous savez qu'il existe deux types de champs, ce qu'on appelle un champ scalaire. J'ai déjà précisé davantage cette notion-là dans une vidéo précédente. Un champ vectoriel. Qu'est-ce que c'est qu'un champ scalaire? C'est une grandeur. On parle de champ scalaire. Ça veut dire c'est une fonction qui peut avoir un scalaire en un point donné. Par exemple, la température. Prenez la densité, potentiel électrostatique. Donc là, si une fonction est complètement déterminée par un sens scalaire en n'importe quel point de l'espace, on l'appelle une fonction scalaire. Bon, exemple, f de x, y, z égale x au cube fois z plus 9y. Vous donnez x, y et z, vous allez trouver un nombre. Donc chaque point de l'espace, on lui associe un nombre. Dans ce cas, on parle de champ scalaire. Si au contraire, à chaque point de l'espace, vous lui associez un vecteur, on parle de champ de vecteur. Là, je vous donne un exemple, la gravitation. Bien. Et on va voir que l'opérateur gradient, c'est un opérateur qui va agir sur un champ scalaire pour vous donner un champ de vecteur. Donc ça, c'est l'opérateur gradient. C'est un opérateur qui agit sur un champ scalaire pour donner un vecteur. Bien, avant de parler de ceci, je rappelle que vous avez fait en terminale la notion de dérivée. Vous prenez une fonction f de x, par exemple, est égale à 3x au carré. Vous savez que la dérivée de f de x, bon, ce qu'on note f' de x, c'est en fait d de f sur d de x, c'est 6 fois x. Bon, ça, je peux le noter d de f sur d de x. Donc ça, cette notation, ça veut dire je dérive f par rapport à x. C'est ce qu'on va appeler dérivée partielle. Et donc, je peux écrire f' de x, ou bien je peux définir ce qu'on appelle la différentielle de f, d'accord, qui est égale à d de f sur d de x fois d de x. Ça, c'est ce qu'on appelle la différentielle de la fonction f. Ça veut dire c'est f' de x fois d de x. Ça, c'est lorsqu'il s'agit d'une fonction à une seule variable. Donc la différentielle, on l'a définie comme étant f' de x fois d de x. Ça veut dire dans ce cas-là, d de f est égal à 6x fois d de x. Si vous voulez, d de f sur d de x égale à 6x. Voilà, donc d de f sur d de x égale à 6x. Ça veut dire lorsque la fonction ne dépend que de x, la dérivée partielle se réduit à la différentielle, d de f sur d de x. Bien. Maintenant, imaginez, vous avez une fonction à plusieurs variables, c'est-à-dire il dépend de x, de y et de z. Comment peut-on définir la différentielle de cette fonction? Eh bien, on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour x, on va le faire pour y et pour z. C'est-à-dire, je dérive la fonction par rapport à x, fois d de x. Ensuite, je fais la même chose par rapport à y, d de y. Et j'ajoute la dérivée partielle de f par rapport à z, fois d de z. Sauf que, si je dérive f par rapport à x, c'est pourquoi on l'appelle dérivée partielle, les autres variables sont des constantes, y et z sont des constantes. Si je dérive par rapport à y, x et z sont des constantes. Si je dérive par rapport à z, x, y sont des constantes. Tout de suite un exemple. Imaginez, vous avez un champ scalaire x, y au carré plus z fois x. C'est quoi la différentielle de cette fonction? C'est la dérivée de ça par rapport à x. Donc, toutes les autres, y et z, vous les gardez comme des constantes. Donc, ça vous donne y au carré plus z fois d de x. Je dérive ça par rapport à y. X et z sont des constantes. Donc, la dérivée de y au carré fois lambda,
Donc c'est 2x fois y, la dérivée de zx c'est 0, parce qu'ils sont des constantes, fois d de y. Ensuite, je dérive ça par rapport à z. xy c'est constante, donc la dérivée de ça c'est 0. La dérivée de xz par rapport à z, c'est x, plus x d de z. Voilà ce qu'on appelle la dérivée d'une fonction scalaire, ou bien d'un champ scalaire, ou d'une fonction d'un champ scalaire. Très bien. C'est quoi la relation avec le gradient? Eh bien voilà. Donc la relation avec le gradient, c'est le suivant. On va définir d'abord ce qu'on appelle un déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes. Ça va revenir à une vidéo précédente pour savoir les déplacements dans les différents systèmes de coordonnées. En fait, si vous prenez un point M de coordonnées X, Y et Z, si je fais un petit déplacement à 3 dimensions, je déplace M vers un point M'. Il suffit de faire varier X de X. Ensuite, faire varier Y de Y. Je fais varier X de X, Y de Y et Z de Z. Donc, le point M va se déplacer au point M'. Donc, c'est d de x suivant i, plus d de y suivant j, plus d de z suivant k. Les coordonnées, ce sont x, y et z. Donc, pour déplacer un point M à 3 dimensions, on fait un déplacement de x de d de x, ensuite y de d de y et z de d de z. Ça, c'est le déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes. On vient de définir que la différentielle d'une fonction f, c'est d de f sur d de x fois d de x, plus d de f sur d de y fois d de y, plus d de f sur d de z fois d de z. Vous voyez que ce vecteur, voilà ses composantes. Le déplacement élémentaire, voilà ses composantes. C'est d de x, d de y sur d de z. Ça veut dire, cette différentielle, je peux l'écrire comme un produit scalaire de deux vecteurs. Un vecteur qui est d de r et un deuxième vecteur que je vais noter v. Et les composantes de ce vecteur v, ça sera d de f sur d de x suivant i, plus d de f sur d de y suivant j, plus d de f sur d de z suivant k. Eh bien, ce vecteur, c'est ce qu'on appelle par définition le gradient de la fonction f, et qu'on note aussi nabla de f. Donc voilà l'opérateur gradient. Donc par définition, la différentielle, je vais l'écrire en gras, la différentielle d'une fonction f par définition, c'est gradient de f scalaire d de r. Voilà la définition de gradient avec bien sûr gradient de f par définition, c'est un vecteur qui a pour composante d de f sur d de x, d de f sur d de y et d de f sur d de z. Avec l'opérateur gradient, c'est un vecteur qui a composante d sur dx, d sur dy, d sur d de z. Ça veut dire si vous l'appliquez à un champ scalaire f, ses composantes, c'est d de f sur d de x, d de f sur d de y, d de f sur d de z. Très bien. Voilà l'exemple. Voilà un champ scalaire. f de x, y, z est égal à x carré plus y carré plus z carré. C'est quoi le gradient de f? Donc c'est d de f sur d de x. Y et z sont des constantes. Ça me donne 2x. Attention à ne pas oublier les vecteurs. Donc c'est un vecteur. C'est d de x suivant i. Plus je dérive ça par rapport à y. C'est 2y suivant j. Et je dérive par rapport à z. C'est 2z suivant k. Donc voilà le gradient de f pour cette fonction-là. Bien. Prenons maintenant, on va comprendre maintenant c'est quoi la signification de gradient pour une fonction scalaire. Ce vecteur, il est comment par rapport à ce champ scalaire, hein? Et qu'est-ce qu'il va nous aider en physique, par exemple, ou en thermique, ou en électricité. Je donnerai quelques exemples. Pour comprendre la signification, prenons une fonction scalaire qui est x carré, que je viens d'étudier, plus y carré, plus z carré. Ça, vous savez bien, c'est l'équation d'une sphère de centre 0, 0. Si je prends la fonction f de x, y, z égale à 9, c'est une sphère de rayon 3. Voilà, je l'appelle une fonction f1. Donc x carré plus y carré plus z carré égale à 9, ça définit une fonction, c'est une surface, c'est une sphère de rayon 3. Prenons une fonction f2, toujours x carré plus y carré plus z carré égale à 16. Ça c'est f2. C'est une sphère de rayon 4. Cherchons le gradient de cette fonction f1. Bien, on vient de le déterminer. Le gradient de f1, c'est cette fonction-là. Voilà le gradient de f. C'est 2x suivant i plus 2y suivant j plus 2z suivant k. Donc c'est un vecteur.
Essayons de représenter ces vecteurs pour le point, par exemple, 3, 0, 0. X égale à 3, y égale à 0, 0. Je remplace ici x par 3, ça me donne 6 fois i, plus 0, plus 0. Donc c'est un vecteur qui est égal à 6 fois i. Donc voilà le gradient de f1 en ce point. Gradient de f1. Si je le représente en ce point, en 0, 3, 0, il vaut 0 plus 6 fois j, donc c'est un vecteur qui est suivant j. Si je le représente au point k, 0, 0, 3, ça va être 6 suivant k. Maintenant, si je représente le gradient pour la deuxième fonction f de x, y, z est égal à 9, donc le gradient au point 3, 0, 0, c'est la même chose. Ça va me donner 8 suivant i. C'est un vecteur qui va avoir 8 suivant i. La même chose, suivant j va avoir 8 suivant j et 8 suivant k. Donc vous voyez comment on calcule le gradient et comment on peut le représenter en un point quelconque. Donc c'est un vecteur. Chaque point a le gradient d'une fonction, c'est un vecteur tout simplement. Un vecteur, il a un point d'application, une direction et un module. Quelle est la direction du gradient? C'est la première propriété. Et vous pouvez les déduire à partir de là. Vous voyez ici, par exemple, le gradient, partout, il est perpendiculaire à cette surface. Perpendiculaire à cette surface. Or, cette surface, elle est définie par f égale à une constante. Donc, chaque fois que vous avez une fonction f de x, y, z égale à une constante, le gradient de f, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à cette surface. On dit que gradient de f est perpendiculaire aux surfaces ISO. Ça veut dire aux surfaces qui sont définies par x, y, f de x, y, z égale à une constante. Donc, si je suis sûr, par exemple, le gradient ici va être un vecteur dans ce sens-là, ici c'est un vecteur dans ce sens-là, ici c'est un vecteur qui est perpendiculaire à S. C'est la propriété numéro 1. Donc, le gradient, c'est un vecteur qui est toujours perpendiculaire à la fonction f de x, y, z égale à une constante. Donc, conséquence numéro 1, si on vous donne une fonction, un champ scalaire ou une fonction scalaire f de x, y, z égale à une constante, et on vous dit déterminer la normale à cette surface, par exemple, voilà une surface qui est définie par f de x, y, z égale à une constante c. Question, et souvent on va utiliser les vecteurs normaux en physique, donnez-moi un vecteur normal à cette surface. Et bien c'est très simple, le vecteur normal, c'est le gradient de f divisé par module de gradient de f. Hein, c'est un vecteur, on est sûr, qui est défini, qui est perpendiculaire à la surface f égale à une constante. Bien. Donc, si f égale à une constante, on peut le montrer autrement. Si f égale à une constante, puisqu'il est égal à une constante, sa différentielle est égale à 0. Or, on a dit la différentielle de f, c'est gradient de f scalaire d de r. Donc, pour n'importe quel vecteur d de r de cette surface, gradient de f scalaire d de r égale à 0, ça veut dire gradient de f est perpendiculaire à d de r. Bien sûr, il peut être vers le haut, il peut être vers le bas. On va définir le sens exact, la direction exacte dans la suite. Bien, mais on est sûr qu'il est perpendiculaire à la surface. Maintenant, quelle est la direction? Est-ce qu'il est défini vecteur perpendiculaire à la surface? Ça va être dans le sens positif ou dans le sens négatif. Ici, on a vu que ça, c'est une fonction définie par f égale à 9. Ça, c'est f égale à 16. Vous voyez bien qu'on passe de 9 à 16. Or, le gradient de f en ce point, il vaut, et vous voyez bien que le gradient est dirigé dans le sens où la fonction augmente. Donc, je passe de 9 à 16 dans cette direction. Et c'est exactement la direction du gradient. Donc, ça, c'est la deuxième propriété. Donc, la direction de gradient de f est celle où le taux d'accroissement de f est maximal. Donc, je peux passer le sens, donc le gradient de f vous donne toujours, la direction du gradient vous donne toujours le sens dans lequel la fonction f croît. Bien. La fonction il croît, je passe de 9 à 16. Maintenant, je peux passer de cette surface-là, f égale à 9 à la surface égale à 16, par plusieurs chemins. Par exemple, je peux aller dans ce chemin-là. Donc, je passe de 9 à 16. Là aussi, je de 9 à 16, de là à là. Mais là où le taux d'accroissement est maximal, c'est exactement la direction du gradient. C'est là où la pente est maximale. Parce que delta R ici est plus petite, alors que delta F, dans les deux cas, c'est 16 moins 9. Donc la pente est maximale, c'est suivant la direction du gradient. Et c'est ça la signification du gradient. Donc il vous donne, donc il est toujours dirigé, d'abord perpendiculaire à la surface, ISO, surface f égale à une constante, et sa direction
et toujours nous donne, ou bien cette direction est celle où le taux d'accroissement de la fonction f est maximal, ou la pente, si vous voulez, de la variation de f est maximale, c'est-à-dire delta f sur delta r est maximale. Et ça, c'est la pente. C'est ça la direction de gradient. Bien. Donc, autre exemple. Moi, je vous donne un autre exemple en électricité cette fois-ci. Électricité, vous savez que vous allez étudier en électrostatique que le potentiel scalaire associé à une charge c'est Q sur 4 pi epsilon 0 1 sur R. Tout ça, c'est des constantes. Donc, si je prends par exemple Q, une charge de valeur 4 pi epsilon 0, donc prenons un potentiel égal à 1 sur R. Vous savez, avec R, bien sûr, racine carré x carré plus y carré plus z carré. Quel est le gradient de cette fonction? Eh bien, il faut calculer gradient de 1 sur R. Donc, par définition, c'est gradient de 1, dérivée de 1 sur R par rapport à x suivant i, plus la dérivée de 1 sur R par rapport à y suivant j, plus la dérivée de 1 sur R par rapport à z suivant k. Maintenant, je vais vous montrer comment calculer ce type de dérivée. Vous l'aurez souvent en thermodynamique, par exemple. Donc, la dérivée par rapport à x d'une fonction qui dépend de x, c'est en fait la dérivée d'une fonction composée. Donc, je dérive 1 sur R d'abord par rapport à R, ensuite, je dérive R par rapport à x. Vous voyez, d sur dx. Donc, je divise et je multiplie par d de R en quelque sorte. La dérivée de 1 sur R par rapport à R, c'est comme si vous dérivez 1 sur x par rapport à x. Hein, c'est exactement la même chose par rapport à x. Donc, c'est moins 1 sur x carré, moins 1 sur R carré. Et puis, la dérivée de R par rapport à x, ça, vous savez que R, je rappelle, R, c'est racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. La dérivée de ça par rapport à x, racine de f, c'est f', c'est 2x sur 2 racines, nous simplifions par 2, ça vous donne x sur r. Donc la même chose, dérivée de r par rapport à y, ça va vous donner y sur r, et dérivée de r par rapport à z, ça va vous donner z sur r. Donc gradient de r, c'est égal, donc là, le moins 1 sur r carré fois x sur r, c'est moins x sur r au cube. Ensuite, la même chose, moins y sur r au cube, moins z sur r au cube. Ne pas oublier les vecteurs, faites très attention. Je factorise par moins 1, ça va me donner x fois i plus y fois j plus z fois k, n'est autre que le vecteur r. Donc ça va vous donner moins r sur r au cube. Voilà le gradient de 1 sur r. Bien. Je vous rappelle qu'on définit le vecteur unitaire ER qui est défini de haut. Par exemple, si vous avez un point M quelconque de l'espace, voilà le vecteur R. R, c'est le vecteur OM. Et le vecteur unitaire de cette droite, c'est le vecteur OM sur M. Donc ça, c'est ER. C'est le vecteur OM sur le module de OM. C'est ce qu'on appelle tout simplement R sur R. Donc ça, c'est le vecteur ER. Donc ce gradient, je peux l'écrire moins ER sur R carré. Donc voilà, moins ER sur R carré. Très bien. Retrouvons maintenant les propriétés du gradient. Donc je sais que V, c'est 1 sur R. Bon, je vais tracer V pour R égale à 1. Ça me donne, donc l'unité c'est 1 volt, ça me donne 1 volt. Pour R égale à 2, c'est 1 demi. 1 demi, c'est 1 sur R carré, pardon. Donc c'est 1 sur 1 demi, c'est 1 quart, ça me donne 0,25. Pour R égale à 3, gradient de V, le gradient de V, c'est le module, hein, je parle de module ici. Donc le module de gradient ici, il vaut 1 volt. Le module de gradient, c'est 1,24. Le module de gradient de V, le module de gradient de V, pardon, c'est 1 sur R carré. Donc 1 sur, si R, bon, R ici égale à 1, R égale à 2 ici, 2, R égale à 3, c'est ici. Donc 1 sur 9, ça vous donne 0,33. Donc le gradient de V, vous voyez bien, c'est moins ER. ER, c'est toujours dirigé de haut vers le point M. Donc voilà le vecteur ER. Et vous voyez que le gradient, il est opposé à ER. Donc le gradient est dirigé dans le sens inverse. Et son module ici, il vaut 1. Son module ici, il vaut 0,25. Son module ici, 0,24. Donc la fonction, la fonction V, vous voyez bien que la fonction V, elle augmente dans ce sens. Voilà le sens où la variation est la plus importante. Et c'est exactement la direction du gradient. C'est pourquoi on définit le champ électrique, lui, pour une charge positive. Vous allez voir, il est dirigé de la charge vers l'extérieur. C'est pourquoi vous allez avoir un signe moins. Moins gradient de V, ça, on revient quand on va faire de l'électricité. Donc, vous voyez bien que ça, c'est des fonctions au V égale à une constante. Donc, le gradient, il est perpendiculaire. Partout est perpendiculaire. Ensuite, la direction, il est dirigé dans le sens où le potentiel augmente. Vous savez ici, le potentiel, c'est 1 sur R, donc 1 tiers. Là, c'est 1 demi, là, c'est 1 volt. D'accord? Là, c'est le gradient, le module.
Bien. Donc voilà, en résumé, la direction, c'est celle où la variation de la fonction f est la plus rapide, c'est ça la direction du gradient. Il est toujours orienté dans le sens de valeur croissant de f, c'est-à-dire la direction où f possède la pente la plus forte. Et le module, c'est égal à la pente de cette courbe, justement. Bon, être exemple en thermique. En thermique, je prends par exemple une barre que je vais chauffer. Donc ici, vous allez voir 60 degrés par exemple, ici 40 degrés, ici 10 degrés. Donc vous allez voir la loi de Joseph Fourier qui vaut dans le flux thermique, la densité de courant thermique qui est égale à moins lambda fois gradient de T. Lambda, c'est ce qu'on appelle la conductivité. C'est une constante qui est positive. Nous, on va définir le gradient de T. Comment il est? Vous voyez bien, la température, il augmente dans quel sens? Il augmente dans ce sens-là. Donc le gradient de T, ce sera un vecteur. Bon, supposons ici que vous avez T égale à une constante. Donc gradient de T, ça va être dans ce sens. T égale à une constante, gradient de T. Donc vous voyez bien que le gradient de T, il est dirigé dans le sens où la fonction qui est dans ce cas-là, la température augmente. Donc voilà la direction de gradient. Or, vous savez que la chaleur se dirige de la part du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. D'où la présence de ce signe moins. Donc le flux thermique ou la chaleur se déplace du côté plus chaud vers le côté le plus froid. C'est pourquoi vous avez aussi J thermique, c'est moins une constante positive fois gradient de T. Et si on parle de gradient de T, lui, il est dirigé dans ce sens-là. Un autre exemple en mécanique, vous allez l'utiliser énormément en mécanique parce que c'est un opérateur qui va vous permettre de déterminer l'énergie potentielle. Donc si vous connaissez la force, ce n'est pas la peine d'apprendre maintenant l'expression de l'énergie potentielle. Il suffit de connaître la force et vous allez déduire tout de suite l'énergie potentielle associée à cette force. Et vous savez que P, une force par exemple, je prends le poids, ici P c'est moins mg suivant Z. Si le poids dérive d'une énergie potentielle, on doit avoir P égale à moins gradient de EP. Et le gradient de EP, bien sûr, ici P ne dépend que de Z, hein, donc gradient P est suivant EZ, donc voilà, c'est moins gradient de EP. Donc l'énergie potentielle ne dépendra que de Z. Bon, normalement, gradient de EP, c'est moins, plus exactement, moins d de EP sur d de x suivant i, moins d de EP sur d de y suivant j, moins d de EP sur d de z suivant k. Mais comme P est suivant Z, ça veut dire ce terme égale à 0, ce terme égale à 0. Ça veut dire l'énergie potentielle suivant l'axe des x, c'est égal à 0. Et comme suivant l'axe des x, on prend la constante égale à 0, égale à une constante, et cette constante, on le prend égale à 0. Bon, je passe ces détails-là. Donc, si P égale à moins gradient de P, ça veut dire moins d de EP sur d de, qui est égal à moins d de EP sur d de z suivant k, qui est égal à moins mg fois k. Ici, allez, on va dire fois k. Moins mg fois k, le P, non pas z. Moins mg fois k, pardon. D'accord? Donc, je vais avoir le moins avec le moins. Ça s'en va. Donc, d de EP sur d de z égale à mg. Donc, j'intègre EP égale à mgz plus une constante. Vous voyez, je détermine l'énergie potentielle. Bien. Autre utilité du gradient, supposons que je veux calculer le travail du poids. Hein, j'ai le travail du poids entre une position initiale, z initiale, jusqu'à une position finale. Donc, l'intégrale de z1, z2, p scalaire d de l. Or, je viens de montrer, Z1, Z2, que P, c'est moins gradient de EP. Le poids dérive d'une énergie potentielle, scalaire D de L. Or, on avait défini gradient de EP scalaire D de L, c'est la première définition, c'est par définition D de EP. Et donc, vous voyez bien, l'intégrale D de EP, c'est EP. Donc, c'est EP entre, avec ce signe, moi je viens de changer, entre Z2 et Z1. Donc, ça vaut dans l'énergie potentielle au point Z2, moins l'énergie potentielle au point Z1. Ici, Z2 et Z1. Vous voyez, ça permet de calculer le travail facilement grâce aux propriétés de gradient. Bien, donc voilà, hein, c'est un petit détour sur l'opérateur gradient. Donc, vous avez aussi une autre vidéo explicite sur tous les opérateurs sur la chaîne, gradient, divergence, rotationnelle, circulation, théorème de Stokes, théorème de Green. Il suffit d'aller sur la playlist outils mathématiques et vous avez tout pour bien démarrer votre post-bac. Voilà, si vous aimez la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous avez plein de cours de mécanique, de thermodynamique, bientôt peut-être d'optique, d'électromagnétisme, d'électricité, de magnétostatique. Vous avez tout pour
Si vous êtes bloqué, bien sûr. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.